Donc ce webinaire va concerner l'ISO 50000 et le management d'énergie. Donc il est organisé en fait par les chambres du commerce de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Excusez-moi. Voilà. Quelques petits réglages techniques. Voilà. Donc ce webinaire est organisé dans le cadre du programme Optime Énergie, qui est un programme d'accompagnement des entreprises des chambres du commerce de la région Rhône-Alpes, également de l'EDEL, qui est l'énergie durable des entreprises de la Loire. Ce webinaire a lieu dans le cadre de ce programme Optime Énergie et est soutenu financièrement par l'ADEME. C'est un webinaire qui s'adresse à toutes les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le programme Optime Énergie, en plus des webinaires qui deviennent maintenant réguliers, qui sont environ une fois par mois, on peut vous proposer donc des ateliers sur différentes thématiques énergie, des visites énergie qui sont faites, des pré-diagnostics énergie qui vous permettent de faire un bilan de vos consommations énergétiques et de visualiser les premières gains que vous pourriez faire sur les consommations énergétiques et les premières préconisations à mettre en œuvre. Dans le cas du programme Optime Énergie, vous pouvez aussi être accompagné plus personnellement par des experts. Tous les accompagnements que nous pouvons vous proposer, on se retrouve sur nos sites respectifs de toutes les chambres de commerce et également sur le site de la chambre du commerce Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, le déroulement du webinaire. Donc, les intervenants, donc, ce sera Monsieur Denis David du bureau ATINO qui va intervenir sur la thématique ISO 50001. Moi, je suis donc Patricia Dufournet, je suis chef d'émission énergie au sein de la Chambre du commerce de Savoie et nous avons co-organisé ce webinaire sur l'ISO 50000 avec mon collègue de l'Ain, Jérôme Capossina. Bonjour à tous. Qui est pas visible en vidéo, mais que vous entendrez quelquefois par téléphone. Alors, quelques points techniques avant de commencer le webinaire. Je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous pouviez éteindre vos micros. Voilà, ce sera pour un meilleur confort du webinaire, ça va éviter les retours et les larcènes. Alors, comment on va procéder du coup? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fil de l'eau, au fil de la conférence via le chat. Alors, du coup, faites bien attention. Donc, si vous ne voulez pas que votre question soit vue par les autres participants, vous pouvez directement me l'adresser à moi. Donc, c'est soit Patricia Dufournet, soit organisateur. Je ne sais plus comment j'apparais. Et donc, je lirai vos questions au fil de l'eau, suivant où nous en sommes. Ce webinaire va être enregistré et vous pourrez retrouver donc, le webinaire sur le site de la CCI Rhône-Alpes. Nous vous enverrons et le lien pour revisionner le webinaire et le diaporama ultérieurement à la fin du webinaire. Je pense que du coup, nous allons pouvoir rentrer plus directement dans le vif du sujet et je passe donc la main à Denis David qui va directement se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Denis David du bureau d'études Atfiné. On a trois activités. Une activité sur l'économie circulaire qui consiste à optimiser les flux sur un territoire. Une deuxième activité sur l'environnement, plutôt sur les aspects cycle de vie. Et 14001, et donc la dernière partie qui est sur l'énergie, donc on réalise des audits énergétiques et on accompagne les entreprises sur le déploiement de systèmes de management de l'énergie. Donc je m'occupe de cette activité. On a deux bureaux, un bureau à Chirol, un bureau à Millau. On a un statut de scope et donc sur l'ISO 50001, j'ai été formé en 2011, je suis auditeur ICA, donc je peux réaliser des audits pour les entreprises, pour les certifier sur le sujet. En termes d'accompagnement, on a à peu près une vingtaine d'entreprises, entre 20 et 30 entreprises que nous accompagnons sur le sujet
toutes prestations confondues, je dirais de l'accompagnement, de la formation, des audits internes. Voilà. Juste pour donner une petite idée, dans notre portefeuille, nous avons dans notre portefeuille 1,5% de la consommation industrielle française, la consommation électrique. Voilà, juste pour donner un petit ordre de grandeur. Juste une petite information, vous ne pourrez pas voir Denis David, la caméra ne marche plus. Je suis désolée. Donc, le sommaire, c'est en 5 points, qu'est-ce que la norme? Quel est l'intérêt d'une certification? Et surtout, un point essentiel, c'est de vous discuter avec vous des nouveautés de la norme ISO 50001, version 2018, qui est sortie au mois d'août de l'année dernière. Donc, ça laisse 3 ans pour les personnes qui étaient sur l'ancienne version à passer sur cette version 2018. Et ensuite, l'idée, c'est de vous montrer des exemples concrets, comment commencer, et puis les différentes aides qui sont mobilisables. Voilà. Ok. Passer à la diapo suivante. Donc, qu'est-ce que la norme ISO 50001? Donc, c'est une voie d'amélioration, l'amélioration continue de la performance énergétique, et que ce soit n'importe quel type d'organisation, que ce soit pour une entreprise, mais n'importe quel organisme peut être sujet à l'ISO 50001. Donc, typiquement, il y a des collectivités qui sont certifiées sur l'ISO 50001, la commune de Saint-Raphaël, la vallée de Chevreuse se sont certifiées. Bon, après, c'est à partir d'une certaine consommation qu'il faut envisager de passer ce certificat. Voilà. Mais ça peut s'adresser vraiment à n'importe quel type d'organisation. L'idée, c'est d'avoir un processus méthodique sur l'amélioration continue, à la fois sur les consommations, c'est ce que vous consommez, ce que vous avez l'habitude de voir notamment dans des courbes de charge. Ensuite, il y a un vocabulaire bien spécifique, on parle d'usage énergétique, donc c'est la façon dont on va utiliser l'énergie. Donc il faut bien distinguer la source qui peut être le gasoil, l'électricité, le gaz, de l'usage, c'est la façon dont on va l'utiliser. Donc il faut bien distinguer les deux. Et il y a la notion d'efficacité qui est en général un ratio, c'est quelle énergie je vais devoir mettre dans un appareil, dans une prestation, et par rapport au service rendu. Donc ça va être souvent des kilowattheures par tonne, notamment la notion d'indicateur de performance énergétique. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ISO 50001 n'est pas tout à fait comme un audit. Un audit énergétique, ça peut être notamment, on va voir après, un audit obligatoire, ça va être une photo tous les 4 ans. Et entre les deux, on pourrait ne rien faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans cette démarche où en permanence, je travaille sur le sujet de l'énergie et de son optimisation. Voilà. Juste un petit rappel, si vous pouvez couper vos micros, ça faciliterait l'écoute. Merci. Voilà, donc la 50001, on retrouve la structure dite HLS, que vous connaissez probablement sur les autres normes 9001, 14000, 45000. Le PDCA, c'est la partie que vous voyez au sommet de la diapo. En termes de contexte de leadership, pas de changement majeur, si ce n'est qu'il faut intégrer l'énergie dans les différents chapitres. Partie planification, on retrouve les actions face au risque et opportunités et les objectifs cibles. Par contre, vous voyez que sur ce chapitre 6, il y a une très grosse différence qui est ce qu'on appelle la revue énergétique, donc le chapitre 6.3, et sur lequel on retrouve des éléments de sortie, les chapitres 6.4, 6.5 et 6.6, qui sont les indicateurs de performance, la situation énergétique de référence, et il faut établir aussi un plan de collecte de données. Donc sur la norme 50001, il y a quelque chose qui est prépondérant, c'est de quelle manière on va collecter les données pour être sûr d'avoir des indicateurs qui sont le plus juste possible. Et donc de savoir aussi, par ce biais-là aussi, que les actions que je vais faire, est-ce qu'elles vont être visibles sur un indicateur ou pas. Toute la partie support
ressources, compétences, sensibilisation, communication, information documentée. Là, on retrouve les mêmes principes que sur les autres normes de management, les autres normes ISO. Si ce n'est que c'est pareil, un focus bien particulier sur la partie énergie, et notamment sur la partie communication, où il faut faire remonter les informations de terrain, notamment ce qu'on appelle des potentiels d'amélioration, qui devront être centralisés par l'équipe énergie. Deuxième point essentiel de la norme, c'est la partie réalisation des activités opérationnelles, et notamment deux chapitres. Les chapitres conception et achat. Le vocabulaire a été un peu mal choisi dans la rédaction de la norme. Quand on parle de conception, il faut faire très attention. On ne parle pas forcément de conception produit. Donc certaines personnes font l'erreur de dire je ne fais pas de conception de produit, donc je ne suis pas soumis à ce chapitre-là. Donc tout dépend de l'activité évidemment, mais on parle plutôt, je dirais, de management du changement. C'est-à-dire que dès qu'il y a un changement dans l'usine, donc le périmètre c'est bien votre usine, votre activité, votre service. Et la conception, c'est est-ce que si j'ai une nouvelle activité, un nouveau changement, est-ce que ça va venir induire ma performance énergétique? C'est pareil, il faut toujours raisonner en termes de performance, en termes de quantité d'énergie par rapport au service rendu. Voilà. Si ce n'est sur la partie conception, si on est une usine chimique ou autre, la personne de la R&D qui conçoit un nouveau réacteur, pour le coup, elle est partie intégrante de la performance énergétique parce que ça va jouer sur 10 ou 20 ans en termes de rendement et en termes d'optimisation. Donc la R&D, pour le coup, là, elle sera bien intégrée. Et les services achats, ils ont aussi un rôle très important. D'une part, c'est le fait de choisir des équipements qui soient le plus économes en énergie. Et des fois, on peut aller sur un produit un petit peu plus cher parce que derrière, en termes d'économie d'énergie, on est gagnant sur le long terme. Principe un petit peu du frigo A++ ou la cuisinière A++. Que vous pouvez acheter dans un magasin. Enfin, c'est un petit peu le même principe. J'y mets peut-être un petit peu plus cher, et encore. Mais derrière, j'ai un certain nombre de garanties en termes de performance énergétique. Donc sur la durée de vie de l'équipement. Et il y a surtout un deuxième volet aussi qui est très important, c'est l'achat d'énergie. Et suivant l'intensité énergétique du site, ces achats d'énergie font l'objet de contrats, et notamment avec des notions d'heures creuses, heures pleines, ce qu'on appelle aussi des journées PP1, PP2. Et ces journées-là, il faut moins consommer d'énergie. Donc ça, faut que ce soit retranscrit au niveau du process. Et il faut que les gens opérationnels prennent bien en compte ces contraintes d'achat, ou inversement. Les achats prennent bien en compte des aspects opérationnels en termes d'augmentation de productivité, etc. Et auquel cas, il va falloir ajuster son contrat d'énergie. Voilà. Il y a notamment aussi la gestion de la pointe et l'optimisation du contrat par rapport à la pointe. Ensuite, l'évaluation des performances. On se retrouve sur les mêmes principes, l'amélioration continue, le dernier chapitre. Même chose que sur les autres, très similaires aux normes existantes. Si ce n'est un point essentiel sur l'ISO 50001, c'est-à-dire qu'au-delà de la conformité système, l'auditeur va regarder aussi, et vous allez le regarder aussi si vous déployez un système, est-ce que j'ai bien atteint la performance attendue, donc la performance énergétique. Donc ce n'est pas uniquement une performance système que l'on veut, mais c'est aussi l'atteinte de sa performance énergétique. Cette performance énergétique, on dit, ça peut être un ratio ramené à des tonnes, à des kilowattheures, un chiffre d'affaires. Il faut bien mettre aussi en exergue que si votre activité augmente, il faut trouver aussi le bon indicateur pour dire je maîtrise aussi ma consommation en parallèle. Donc voilà le synoptique global des différents chapitres de la norme. Donc, pourquoi s'engager? Il y a plusieurs volets. Concrètement, chez Dauphiné, on a bien visualisé sur des gens qu'on accompagne depuis 3, 4 ans, voire plus. Le premier, c'est réduire sa consommation énergétique et de facto réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Un des impacts les
un des facteurs les prépondérants sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est l'énergie, et donc ça permet d'atteindre ces deux objectifs, de même que vous pourriez très bien avoir un objectif de décarboner votre énergie, et ça s'intègre complètement dans la démarche ISO 50001. Et tout ça, bien sûr, ça peut s'intégrer dans une démarche RSE et des démarches obligatoires RSE. Deuxième but, c'est économiser de l'argent, maîtriser ces postes énergivores. Ce n'est pas qu'une facture qu'on paye à la fin de mois, mais on veut en avoir la maîtrise. Un troisième volet, de plus en plus prégnant, c'est donner une bonne image de l'entreprise, des citoyens, des collaborateurs. Donc, certaines entreprises, notamment pour répondre à des appels d'offres, souhaitent être certifiées ISO 50001 pour pouvoir dire c'est quelque chose qui est maîtrisé et sur lequel il y a un engagement assez fort de la direction. Dans cette nouvelle version, c'est l'aspect stratégique de l'entreprise, c'est-à-dire que le sujet de l'énergie, ça s'inscrit complètement dans la stratégie de l'entreprise et de son évolution. Donc, je prends bien en compte mes parties intéressées, mes situations externes qui pourraient avoir une incidence sur ma performance. Et le dernier point, souvent aussi le premier, c'est pouvoir répondre aux audits énergétiques obligatoires, notamment pour les entreprises de plus de 250 personnes ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 43 millions de bilan. Voilà, donc on peut faire abstraction, on peut ne pas faire l'audit réglementaire si on est certifié ISO 50001. La pénalité, si on ne réalise pas cet audit obligatoire, il est de 2% du chiffre d'affaires. Donc ensuite, quelques petites statistiques d'une enquête menée par l'AFNOR. Donc 95% des entreprises ont trouvé les postes énergivores. Donc c'est ce qu'on a vu, cette analyse des usages. 85% estiment que c'est un vecteur de progrès permanent. Donc ça, on l'a vu dans des entreprises qui sont plutôt sur des normes, par exemple IFS, BRC. En effet, l'ISO, ça apporte un plus en termes de fait de travailler en permanence sur le sujet, et ça permet d'organiser certaines activités et bien définir le qui fait quoi. 76% ont constaté la montée en compétences des équipes. Donc ça, c'est pareil, on le voit quasiment tous les jours. C'est-à-dire qu'en regardant un plan de comptage, on voit tout de suite les quelques lacunes qu'on peut avoir en interne et s'approprier le sujet, qui n'est peut-être pas souvent le cas. Et puis 75% ont amélioré leur marge. Ensuite, les principaux changements de la version 2018. Donc, c'est impliquer davantage la direction dans le système de management. Donc, la direction va vraiment définir les orientations stratégiques sur le sujet. Donc, elle doit vraiment prendre le sujet en main. Pareil, donc le but, ça va être de prendre en compte toute la partie contexte, notamment des parties intéressées, les risques et opportunités. On voit le coût de l'énergie plutôt à la hausse, avec des risques majeurs, par exemple sur les produits pétroliers. On parle de peak oil à l'horizon 2025 dans la presse. Typiquement, ça peut être un risque externe. Ensuite, sur la nouvelle version, il y a cette notion de processus. Donc, il faut bien intégrer ces processus dans l'aspect énergétique, dans les processus que vous pouvez avoir dans votre organisation. Il faut bien définir les besoins de communication interne et externe. Sur l'ancienne version, on parlait surtout de l'interne et on avait un processus que sur la partie externe. Cette fois-ci, l'ensemble est, je dirais, sous maîtrise. Ensuite, c'est avoir une démarche structurée sur les opportunités d'amélioration et suivre en continu cette performance énergétique. On l'a vu tout à l'heure sur le descriptif des différents chapitres. Étape très importante, c'est planifier sa collecte de données. Sur l'ancienne version, c'était dans le chapitre chèque. Et là, chose qu'on faisait aussi de manière un petit peu naturelle, dès l'étape de planification, il faut savoir où se trouvent ces compteurs. Et souvent, on va servir de la situation de départ pour définir sa revue énergétique et les données qu'on peut en tirer. Et ensuite, il faut établir une situation énergétique de référence. L'idée, c'est de pouvoir se comparer toujours à quelque chose qui est égal. Et puis bien choisir son année de référence. Je choisis 2018 parce que mon activité était à l'optimum ou j'ai atteint un régime de croisière. Ou au contraire, pendant les 3 premiers mois, j'ai eu des incidents techniques et ça fait pas l'objet, ça ne correspond pas tout à fait à la réalité. Voilà.
sur les principaux changements de la version 2018. Sur l'aspect stratégique, l'idée c'est bien regarder les différentes, notamment un SWOT, sur des thématiques où on a une thématique PESTEL, que ce soit politique, économique, sociale, technique, environnement et légal. Et l'idée c'est de faire un SWOT, donc tout ce qui est positif, négatif, en interne ou en externe, sur les différentes thématiques abordées dans le PESTEL. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale des enjeux sur le sujet de l'énergie, quel que soit le domaine d'activité. Passer à la diapo suivante. Donc, la partie planification est une étape essentielle, donc, notamment la revue énergétique, qui consiste en, je dirais, un audit énergétique plus. Donc, dans cet audit énergétique, il faut bien intégrer l'aspect stratégique, ce qu'on vient de voir avant. Donc, il y a des risques et opportunités auxquels on va associer un certain nombre d'actions. Donc, ces actions, soit vous l'intégrez à votre plan d'action existant, et ça va s'intégrer aussi au plan d'action que vous allez voir après, à la suite des opportunités d'amélioration. Donc, ça, c'est la partie stratégique et la partie tactique, je dirais, plus opérationnelle. D'un côté, il y a des données d'entrée, donc il faut bien définir ces types d'énergie ou sources d'énergie, c'est le même vocabulaire. La notion d'usage, on l'a vu, la notion d'usage, ça va être le chauffage, l'éclairage, mon groupe froid, mon air comprimé, etc. Donc c'est vraiment comment j'utilise l'énergie. N'oubliez pas, sur vos sources d'énergie, si vous avez des panneaux solaires, thermiques, photovoltaïques, il faut bien les intégrer aussi comme étant des sources. La revue énergétique, l'idée, ça va être de déterminer ce qu'on appelle les UES, donc les usages énergétiques significatifs, un peu équivalent à vos AES sur l'environnement. Ces UES sont liés à des consommations très fortes, donc ça, on ne les perd pas du radar. Et ensuite, les usages sur lesquels on sent qu'il y a un potentiel d'amélioration. Vous pensez que votre éclairage pourrait être optimisé, l'idée, c'est de le mettre sous contrôle et ensuite de mettre ce qu'on appelle des indicateurs de performance. Dans ces usages significatifs, il va falloir déterminer les facteurs pertinents, notamment des facteurs pertinents et ce qu'on appelle aussi des facteurs statiques. Un facteur statique, c'est quelque chose qui ne bouge pas trop dans le temps, typiquement une surface de bâtiment, etc. L'idée, c'est de déterminer la performance actuelle et les usages significatifs seront le fil rouge sur la mise en place d'un système de management. Donc, il faut déterminer le personnel et les équipements en lien avec mes usages énergétiques significatifs. Et dernier point, il s'agit de déterminer et hiérarchiser ces opportunités d'amélioration. C'est une espèce de brainstorming de toutes les actions que vous pensez faire dans votre usine. Et l'idée ensuite, c'est de les prioriser et mettre en avant celles que vous allez mettre dans votre plan d'action. L'idée, c'est de ne pas trop en mettre et d'être sûr qu'aussi à l'issue de son plan d'action, on ait bien atteint les gains énergétiques escomptés. Et on retrouve les éléments de sortie. Donc la notion d'usage, la notion de tendance, ce qui est important dans l'ISO 50001, c'est pas le tout tracer des courbes, mais il faut le commenter, il faut avoir des actions par rapport à ça. C'est aussi se projeter sur les consommations futures, on l'a vu, notamment pour les services achats, pour pouvoir anticiper un éventuel changement de contrat. Sur d'usage significatif, d'indicateurs, on en a parlé, situation de référence. L'idée, c'est de se baser sur, en général, une période sur laquelle on a défini une consommation type. Et à la suite de ça, l'idée, c'est de bien définir ses objectifs et cibles. Un objectif, c'est une direction, la cible, est-ce qu'on l'a bien atteint? Donc l'objectif, c'est peut être de réduire sa consommation de 3%. Donc réduire sa consommation et la cible, ce sera bien 3%. Et l'idée ensuite, c'est le plan de collecte de données énergétiques. Donc c'est bien définir où sont mes compteurs, est-ce qu'ils sont exacts et répétables et où est-ce qu'ils sont situés dans l'entreprise. Donc, et ce plan de collecte, faites attention, l'idée c'est tout ce qui me sert à construire mon indicateur. Donc c'est à la fois mes kilowattheures, mais ça va être aussi mes tonnages par exemple. Donc les tonnages, où est-ce que je les récupère, est-ce que je compte les rebuts, pas les rebuts. Donc tout ça, faut bien l'intégrer. Donc par où commencer? Donc sur les différentes phases. Première question à se poser, est-ce qu'on a bien l'engagement de la direction? On a vu surtout sur cette nouvelle version où il y a cette dimension stratégique. Il y a besoin aussi d'avoir une mise en œuvre de ressources. Est-ce qu'on a suffisamment de ressources? Est-ce qu'on a, on a souvent, quelquefois eu le cas,
qu'on met des moyens, entre guillemets, aussi sur la partie mesurage, parce qu'on voit que c'est quand même essentiel pour suivre ces indicateurs. Le premier point, s'assurer l'engagement de la direction. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle faire une analyse des écarts, définir une feuille de route, se dire, en effet, je peux revoir mes différents processus et qu'est-ce que je dois faire sur ces différents processus. Un point essentiel, c'est typiquement le processus maintenance. Est-ce que c'est eux qui suivent les compteurs? Est-ce que le suivi des compteurs sera en place, etc. Ensuite, c'est démarrer le volet technique. Il ne faut pas trop traîner sur le sujet parce que ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre beaucoup de temps, notamment sur le plan de mesure, sur la localisation des compteurs. Et bien souvent, quand on fait cette analyse des compteurs en place, de son plan de collecte, souvent on peut s'apercevoir qu'il y a des erreurs. Donc, des compteurs qui mesurent mal, et ensuite des compteurs aussi où l'information elle est pas forcément très bonne aussi dans le logiciel de suivi de la performance, ce qu'on appelle des systèmes intégrés de gestion de l'énergie. Donc l'idée aussi à terme, vous pouvez aussi envisager une collecte manuelle des données, mais très rapidement, suivant la maturité du site, il faut envisager une collecte automatique des données parce que des fois on arrive avec beaucoup de données. Le but, c'est pas d'en avoir énormément, vaut mieux en avoir moins, mais deuxième point, c'est de les analyser. Vaut mieux en avoir moins, mais d'être sûr qu'on ait une analyse derrière, et ensuite des actions relatives à ces analyses. Et tout ça, c'est piloté dans un tableau de bord qui est issu de la revue énergétique, et d'avoir son tableau, et l'idée, c'est d'avoir une périodicité aussi dans son analyse. Et puis, dernier point, après ce volet technique, alors en parallèle, tout dépend des contraintes temporelles que vous avez. C'est d'intégrer toute cette démarche à vos processus existants, notamment opérationnels, achats, tout ce qui est changement des modifications. Voilà, donc si vous avez des processus existants, l'idée c'est d'y intégrer l'énergie, vous pouvez intégrer l'environnement, la sécurité, etc. Voilà, ensuite, une fois qu'il y a ce déploiement, les audits de certification, etc. Ensuite, au niveau des aides mobilisables, il y a plusieurs choses. Si vous n'êtes pas certifié, il y a un premier programme qui s'appelle ProSME. Donc, vous voyez, il y a un site internet associé. C'est une aide qui correspond à 20% de vos factures énergétiques, de vos dépenses. Et elle est plafonnée à 40 000 euros. Donc, ça peut être relativement intéressant dès que vous avez 200 000 euros de factures. Si vous avez déjà aussi un système de management en place, ça peut être intéressant. La marche, elle peut ne pas être très haute pour partir sur le déploiement de l'ISO 50000. Deuxième volet, donc par contre, une fois que vous êtes pro-SME, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que une fois que vous avez monté votre dossier, que vous avez l'accord, que vous avez retouché cette prime C2E, vous avez 18 mois pour être certifié. Donc ces 18 mois aussi ne sont pas tombés un petit peu au hasard. D'expérience, si on part d'une plage blanche, c'est le temps qu'il faut pour être sûr d'avoir un système mature. Après, si on est certifié déjà sur d'autres systèmes, qui a déjà des indicateurs en place, qui a un certain nombre de compteurs, le déploiement peut être beaucoup plus court. Et ensuite, la fiche C2E Indus UT 134. Donc c'est une opération standardisée. La fiche est apparue fin 2018. Donc c'est un financement sur la mise en place de compteurs de performance énergétique, avec un logiciel aussi, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, SIGE, système intégré de gestion de l'énergie. Donc il faut avoir aussi des compteurs et le logiciel entre guillemets qui va bien pour remonter ces indicateurs de performance. Donc il y a ce logiciel, et ensuite en préalable de ça, il faut qu'un bureau d'études, pour mettre finer, réalise un plan de collecte de mesurage. Entre guillemets, c'est l'état des lieux de la situation pour construire ces indicateurs. L'idée étant toujours pareil, d'être le plus exhaustif possible. Bon. Et ensuite, calculer votre C2E. Toujours pareil, pour les C2E, vous ne signez aucun contrat tant que vous n'avez pas... vous ne signez aucun devis tant que vous n'avez pas négocié votre C2E. C'est vraiment la règle très, très importante.
Retrouvez les deux sites internet sur l'écologie solidaire et le cours du C2E. Le cours du C2E aujourd'hui il est assez haut. Donc, entre guillemets, c'est un bon moment pour y aller. Voilà, donc deux aides essentielles là, pour SME et la fiche sur la construction des indicateurs. Bon, moi j'ai une question qui remonte, c'est à Ouais. propos donc de ProSME. Quels sont les secteurs d'activité qui peuvent prétendre à cette aide? Alors normalement, c'est tout secteur d'activité. On le voit bien dans l'intitulé, j'ai copié mot pour mot ce qu'ils ont mis. C'est les entreprises et les collectivités. Donc c'est pas restreint à un secteur d'activité en particulier, hein. C'est-à-dire que les entreprises du BTP, du transport ou industrie classique demandent cette aide pro SME, quoi. Voilà, donc il y a aucun secteur qui est mis de côté, quoi. Alors au début, en effet, parce que là on est sur la deuxième version de ce pro SME, ils avaient favorisé, il me semble, au début les industries agroalimentaires, parce que c'était peut-être celle qui avait été identifiée où il y avait plus de gains. Enfin, voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas il y a aucune limite par rapport à ça. Voilà, donc, et le principe, c'est premier arrivé, premier servi. À partir du moment où l'enveloppe en fait, il y a un budget qui est alloué dans cette démarche pro SME, donc c'est au premier arrivé, premier servi. Une question aussi, donc je pense toujours sur ProSME. L'aide est-elle limitée si on fait partie d'un groupe important? Alors, je pense qu'il faut peut-être définir ce que vous appelez groupe important. Alors, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est les numéros de sirène. Hein, c'est-à-dire que si une entreprise est déjà certifiée sous son numéro de sirène, donc un groupe avec plusieurs entités, ça ne pourrait ne pas coller. Hein. Donc, par contre, sur le sujet, je vous invite à aller sur le site internet ProSMEN, où il y a une FAQ et tous ces sujets sont abordés par rapport notamment à la notion de groupe, pas groupe. Voilà. Donc, Oui, après, donc soit directement aller sur le site, soit revenir vers nous oui, pour aucun creuser un souci. petit peu plus. Ouais. Une autre question à propos donc plutôt des fichiers 2E. À un moment donné, donc les certificats donc étaient doublés pour les entreprises ISO 50001. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, ça fait peut-être un an et demi que ça n'existe plus. Hein, donc ça, il faut vraiment oublier ce volet de doublement des C2E. Ça a été entre guillemets remplacé par cette fiche pro SME qui est vraiment attribuée au fait du montage du C2E. Alors, l'ISO 50000 est-elle possible à mettre en place sur un site PNAQ? Oui, il n'y a pas de souci, hein. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place l'ISO 50001 sur un site soumis à PNAQ. Par contre, la question peut-être en suspens, c'est est-ce que j'ai le droit de toucher des C2E sur un site PNAQ? Donc ça, c'est un autre sujet. Et auquel cas, jusqu'à maintenant, les C2E n'étaient pas... enfin, les entreprises PNAQ ne pouvaient pas toucher de C2E. Donc la loi est visiblement en train de changer. Donc ça, je vous invite de bien regarder les textes à apparaître dans les prochaines semaines, prochains mois, pour voir s'il y a des changements par rapport à ça. C'est-à-dire que c'était dans les textes voilà, au niveau des ministères de rendre éligibles les sites PNAQ. Donc pour l'instant, ça ne l'est pas. Alors, par contre, l'ISO 50001, on a un certain nombre de sites, notamment des sites électro-intensifs, qui sont PNAQ, et auquel cas ils sont bien ISO 50001, parce que quand on est ISO 50001, on bénéficie d'une réduction d'une taxe sur le transport d'électricité, le TURP. Donc là, par contre, les enjeux sont très importants, quoi. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, je dirais c'est le moment. On peut répondre à toutes les questions que vous vous posez. On attend. Hop. Donc, Denis, David, on vous remercie déjà pour les réponses. Merci. Hop, donc, vous avez encore le temps de poser. Donc voilà, si vous avez des questions à poser,
n'hésitez pas, je les transmets. En attendant que vous posiez éventuellement vos questions. Donc, je vous invite, moi, à webinaires qui sont organisés donc, par les CCI, donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous voyez à l'écran notre programmation sur les prochains mois. Donc, le prochain sera sur l'air comprimé, donc sur la thématique air comprimé, se déroulera le 11 mars. Vous avez donc des webinaires plutôt tendance thématique énergie. Nous avons aussi quelques webinaires plutôt tendance déchets qui sont sur les 3 dernières lignes. Voilà. Hop. Donc s'il n'y a toujours pas de questions. Donc, en tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent après, en allant un petit peu plus dans le détail, en regardant la présentation, n'hésitez pas à revenir vers nous Voilà. et voilà, sur des points bien spécifiques, on pourra vous répondre. Ah, attendez, avant de repartir, donc pouvez-vous revenir sur la fiche C2E Indus UT 134, ce qu'elle apporte? Oui, vous verrez dans la présentation, j'ai recopié le tableau du calcul du C2E. Et donc en fait, le C2E se calcule sur la puissance installée derrière le compteur que vous allez mettre en place. Hein, donc c'est la fiche que remonte Patricia. Donc c'est 29,4 fois si vous êtes en 1,8, 2,8 ou 3,8, et suivant la puissance installée derrière le compteur. Le facteur F derrière, ça dépend de la typologie du logiciel que vous allez mettre derrière. Il me semble que c'est sous forme d'abonnement ou est-ce que vous l'achetez complètement, enfin voilà, suivant la typologie du logiciel, il y a un facteur correctif. Donc retenez que c'est la puissance installée qu'il y a derrière le compteur. Pareil, je vous invite à télécharger la fiche sur le site du gouvernement, sur lequel vous retrouvez le détail et notamment ce qui est important, c'est les annexes pour être sûr que derrière on soit bien dans les clous. Par contre, la puissance installée, ça veut dire que vous mettez un compteur, vous avez un gros moteur dans votre usine ou un four de traitement thermique, et ben derrière, peut être des puissances qui peuvent être relativement importantes. Hein. Pareil, si vous voulez suivre plusieurs bâtiments dans votre usine, vous avez un compteur derrière chaque bâtiment, et ben derrière, ça peut être des puissances qui sont relativement importantes. Donc ça, c'est, entre guillemets, ça peut vous payer une bonne partie de votre plan de comptage. L'idée aussi, c'est de favoriser le fait qu'il y ait un logiciel derrière qui puisse permettre cette analyse des indicateurs, parce que souvent, analyser que le compteur, c'est pas suffisant, et puis toute cette remontée de données, elle prend du temps. Au moins, avec ce type de logiciel, c'est automatique et on peut mettre un certain nombre d'alertes pour pouvoir réagir au plus tôt, quoi. Voilà. Donc, pensez à la puissance installée. Le cours du C2E, il est à 0,65 centimes d'euros. Donc voilà, faites votre calcul par rapport à cette fiche, par rapport à la puissance derrière en kilowatts. Et vous avez le montant de C2E que vous pouvez demander. Alors attention, suivant le cours EMI, je dis 0,65, pour autant la personne qui va vous le racheter ne sera pas à ce cours-là parce qu'ils prennent un petit peu leur marge pour tout ce qui est gestion du dossier, etc. Par contre, négocier voilà, avec plusieurs obligés, quoi. Donc plus de questions. Donc s'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier de votre participation. Remercier bien évidemment Denis David pour son intervention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, déjà les conseillers de chaque CCI territoriale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On répondra bien évidemment à toutes vos questions ou à Fini directement. Nous allons donc vous envoyer la présentation par email ainsi que le lien où vous pouvez revisionner le webinaire qui vient de se dérouler. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et j'espère à bientôt lors de nos prochains webinaires. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée.